Voilà, donc normalement, voilà, on va juste attendre que les différentes personnes voient la présentation. Ça a mis un tout petit peu de temps à se mettre en place. Prions de nous en excuser pour ces petits détails techniques. Voilà, si quelques personnes dans le chat peuvent nous confirmer qu'ils voient bien la présentation, ça nous permettra de nous assurer que nous pouvons commencer cette présentation. C'est bon, on me signale que tout est OK. Eh bien, allez, on va démarrer. Alors, comme l'a dit M. Bagnon, c'est une présentation que nous avons préparée Ville de Tassin-la-Demi-Lune et nous présentons les éléments tels que nous les avons compris et perçus et avec la sincérité et quand même l'honnêteté qui est la nôtre. Après, derrière, effectivement, s'il y a des éléments à corriger, M. Bagnon ne manquera pas de le faire à l'issue de cette présentation. Nous sommes sur une question liée à la zone à faible émission. Ce qu'on entend par là, c'est une discussion autour des mobilités et du fait que ces mobilités génèrent un certain nombre de problèmes de pollution à la fois avec les différents résidus de la mobilité, en particulier des véhicules à 4 roues, mais également pollution avec le bruit. La qualité de l'air et la qualité de notre ambiance et de nos environnements est un élément très important et un enjeu majeur pour notre société. C'est également un enjeu majeur pour Tassin-la-Demi-Lune. Nous avons régulièrement des dépassements des limites et des critères qui sont fixés par l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 6 fois supérieurs à la limite journalière aux heures de pointe dans Tassin-la-Demi-Lune. Alors bien sûr, principalement sur nos grands axes. Que ce soit pour les dioxydes d'azote et que ce soit pour les particules fines, nous avons des dépassements très réguliers. Nous sommes donc très sensibles à cet aspect de qualité de l'air. Nous avons d'ailleurs fait avec Monsieur le maire un axe fort de notre projet municipal pour ce mandat d'améliorer et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air à Tassin. Nous avons aussi des problématiques de niveau de bruit qui sont également dépassées et sur lequel nous sommes évidemment vigilants parce que le bien-être de la population passe par des niveaux de bruit qui sont acceptables en journée, mais aussi la nuit où parfois certaines personnes dépassent largement les critères autorisés. Voilà pour l'enjeu aujourd'hui, qui est un enjeu majeur, je le dis et je le répète, et sur lequel Tassin-la-Demi-Lune nous sommes particulièrement sensibles. Alors, quel est aujourd'hui le sujet du débat? Le débat, c'est que nous avons une loi climat et résilience qui a été instituée et qui donne aujourd'hui l'obligation à l'ensemble des agglomérations qui dépassent 150 000 habitants, et donc Lyon et la métropole est bien évidemment concernée, l'obligation de mettre un certain nombre de restrictions sur les déplacements de véhicules dont les critères de qualité sont supérieurs au niveau 2 d'ici au 31/12/2024 pour les véhicules disposant d'au moins 4 roues. Alors, aujourd'hui, ça concerne principalement 10 métropoles sur notre territoire et sur le territoire français. Et aujourd'hui, cette loi demande à ce que les véhicules de critères, donc les véhicules les plus polluants, qu'on appelle critère 5, soit interdit de circulation à partir de 2023, pour ceux un peu moins polluants, critère 4 à partir de 2024, et allant jusqu'au critère 3 en 2025. On rentrera un petit peu plus dans le détail des types de véhicules un peu plus tard. Et cette loi s'accompagne également d'un prêt à taux zéro à partir du 1er janvier 2023. Aujourd'hui, nous avons une ZFE, une zone à faible émission, déjà sur une partie de la métropole et qui concerne Lyon, intramuros, Villeurbanne, une petite partie de Bron, une petite partie de Vénissieux et Caluire-et-Cuire. Tassin aujourd'hui ne fait pas partie de la ZFE actuelle, mais il y a bien un projet d'extension que nous vous présenterons dans cette présentation. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, pour les véhicules, les poids lourds et les véhicules utilitaires, il y a déjà des restrictions pour ceux qui sont critères 3, 4 ou 5. Ce dispositif est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ceci dit, les grands axes sont exclus de ces contraintes sur les poids lourds et les véhicules utilitaires. Alors, quel est le projet dont nous discutons aujourd'hui? Ce projet a été voté par délibération le 15 mars 2021 par le Conseil métropolitain, qui a décidé d'amplifier la zone à faible émission mobilité. Les propositions, en tout cas les dispositions qui ont été votées lors de cette délibération sont qu'à compter du 1er septembre 2022, interdiction permanente, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, de circuler et de stationner dans le périmètre actuel pour les véhicules particuliers et deux roues motorisés équipés de vignettes critères 5 et non classées. Et puis, à partir de 2023, interdiction progressive de circuler et de stationner pour les véhicules qui sont critères 4, 3 et 2 sur un périmètre à définir. Donc nous allons maintenant présenter au-delà de ces éléments qui vont, comme vous l'avez compris, plus loin que la loi climat et résilience. Et là-dessus, l'exécutif métropolitain s'est exprimé de manière très claire en voulant aller plus vite et plus loin. Sur la discussion concernant le périmètre qui serait concerné. Premier périmètre d'étude, il y a 3 périmètres qui sont à l'étude actuellement en termes d'amplification de cette zone à faible émission. Premier périmètre qui consisterait à appliquer ces dispositions sur la ZFE actuelle, plus les axes principaux. Et vous le constaterez, encore quelques voiries hors périmètre dans ce périmètre d'études, et principalement le boulevard du Périphérique Nord. Deuxième périmètre d'études étudié, qui serait intermédiaire jusqu'à la Rocade Est et qui adresserait effectivement principalement Lyon, Villeurbanne et les communes situées avant le Périph' Est. Sur l'ouest lyonnais, ça s'arrêterait aux limites de Lyon 9e. Et enfin, un périmètre complet adressant l'ensemble de la métropole avec quelques voiries principales et principalement les autoroutes qui seraient, comment dirais-je, exclues de ce périmètre de zone faible émission. Donc aujourd'hui, ces 3 périmètres sont à l'étude et en discussion et il nous a semblé important de vous présenter cette extension à la fois sur les dispositions, mais également sur le périmètre qui serait concerné. Alors, petit rappel, comme je le disais tout à l'heure, sur le classement des véhicules selon l'échelle critère. Alors effectivement, chacun d'entre nous est concerné en allant du critère 5, le plus polluant, qui concerne les véhicules les plus anciens, en allant jusqu'au critère 1 qui adresse principalement des véhicules verts, c'est-à-dire 100% électriques ou hydrogène, et les véhicules gaz et véhicules hybrides rechargeables. Aujourd'hui, le critère 2 comprend, comment dirais-je, des véhicules essence allant de 2006 à 2010, et puis l'ensemble des véhicules diesel depuis 2011. Et puis au-delà de ça, critères 3 et 4, on est sur des véhicules plus anciens, qu'ils soient essence ou qu'ils soient diesel. Alors, clairement, nous avons là devant nous un débat entre 2 visions de la zone à faible émission. La vision telle que prévue par la loi climat et résilience, qui est là pour contribuer à la diminution de la pollution dans nos communes et qui s'applique effectivement globalement sur l'ensemble de notre territoire métropolitain et qui dit donc à partir du 1er janvier 2023, arrêt de circulation des véhicules critères 5 et progressivement jusqu'au 1er janvier 2025, les critères 5, critères 4 et critères 3. Aujourd'hui, la métropole de Lyon nous propose un projet plus restrictif et plus ambitieux. Un projet qui couvre à la fois les véhicules à 4 roues, mais également les motos, et qui adresse, comment dirais-je, une bonne part des véhicules récents, puisque également tous les véhicules de critère 2 seraient concernés. Ça fait une différence majeure qui porte
pour vous le dire, sur une partie ou un pourcentage du parc automobile très important. Donc on constate ces différences portent quand même sur 2 points qui sont essentiels et sur lesquels nous voulons porter cette attention auprès de chacun d'entre vous. La première chose, c'est l'anticipation du calendrier. Aujourd'hui, la loi est au 1er janvier 2023, la proposition de l'exécutif métropolitain est au 1er septembre 2022. Par ailleurs, l'extension au critère 2 fait que nous passons d'un ensemble de véhicules qui était environ de 32% pour la loi à plus de 70% des véhicules particuliers qui ne pourront donc plus ni circuler ni stationner en 2026, ce qui correspond à environ 237 000 véhicules sur le périmètre actuel de la ZFE. Pour Tassin-la-Demi-Lune, nous avons regardé les chiffres qui nous concernent. Cela concernerait 63,6% du parc automobile des particuliers, soit 7 795 véhicules particuliers. Bien sûr, ces chiffres peuvent évoluer un tout petit peu en fonction du moment où on les prend, mais globalement, on est sur environ un petit peu inférieur à 65% du parc automobile qui serait concerné sur Tassin-la-Demi-Lune. Donc c'est un élément extrêmement important, un impact très très fort sur beaucoup d'entre nous. Alors nous, ville de Tassin-la-Demi-Lune, évidemment, par rapport à cette proposition, nous sommes dubitatifs pour le moins et plutôt en opposition avec cette extension, même si, encore une fois, je le répète, et c'est important, la loi climat et résilience, c'est une loi et des dispositions que nous souhaitons suivre et qui sont importantes pour la ville de Tassin-la-Demi-Lune. Donc ce que nous demandons, c'est le respect de la loi, ni plus ni moins, bien évidemment, à la fois sur le calendrier et l'amplitude, et évidemment sur le type de véhicule. C'est important parce que, forcément, à partir du moment où on touche 2 fois plus en pourcentage de véhicules, ça impacte aussi 2 fois plus de familles, ça a des impacts pour chacun d'entre nous qui devra changer de véhicule alors qu'on a aujourd'hui que la loi ne l'exige pas. Nous demandons également à ce que le président de la métropole informe chaque possesseur de véhicules concernés afin qu'il n'y ait pas de doute sur chacun sur qui devra changer ou qui pourra garder son véhicule. Et enfin, nous demandons l'organisation d'un référendum local parce que nous pensons que c'est un problème tellement important et un changement tellement fort pour chacun d'entre nous que ça demande vraiment à ce que chacun se prononce sur ces modalités. Alors, en ce moment, la métropole mène une concertation qui porte sur un certain nombre de dispositifs et de moyens autour de ces dispositions qu'on vient de présenter. Cette concertation, elle dure jusqu'à début mars. C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se prononcer sur ce qui nous est proposé. Et de répondre, ou en tout cas d'apporter sa pierre à un certain nombre de questions qui sont posées dans le cadre de cette concertation et qui touchent quelles sont les dérogations souhaitables et pour quelles situations, quelles sont les aides qui peuvent être mises en place pour permettre de changer soit de véhicule au profit d'un véhicule dont le critère serait inférieur, soit de faire des transformations de son véhicule de telle manière à ce qu'il rentre dans un meilleur critère. Et de quel montant et pour qui seraient ces aides. Et puis parfois, c'est aussi de trouver d'autres solutions alternatives et pour ça, on peut avoir besoin de conseils et comment on pourrait, chacun d'entre nous, bénéficier de conseils pour trouver la meilleure solution de mobilité. Et puis par ailleurs, à partir du moment où nous développons, où nous souhaitons, où nous poussons au fait d'avoir des véhicules électriques, ça veut dire qu'il faut développer des solutions de recharge. Et là aussi, nous attendons de la métropole quelles seront les propositions que nous allons avoir quant à cette possibilité de bornes de recharge. La concertation, elle ne porte pas que sur ça, elle porte aussi sur les alternatives. Une des alternatives est pour nous hyper importante, extrêmement sensible à Tassin-la-Demi-Lune, c'est le projet de métro E.
Nous pensons que c'est un projet, même s'il arrive dans quelques années, qui est de nature à renforcer fortement l'abandon du véhicule pour l'usage du transport en commun et que ça contribuera naturellement à diminuer la pollution et améliorer la qualité de l'air. Mais la métropole nous fait d'autres propositions, en particulier, je crois, celle de l'autopartage et d'une nouvelle tarification sociale. Mais qu'en est-il? Peut-être, Monsieur Bagnon, vous aurez des précisions à ce sujet. Des propositions autour du covoiturage. Quel covoiturage peut-il possible? D'autres aménagements, des aménagements de services pour les vélos et piétons, et l'intermodalité, parce que on peut aussi penser à ceux qui habitent en dehors de la métropole, qui viennent travailler sur la métropole et qui, eux, vont devoir utiliser leur véhicule pour aller rejoindre la métropole. Et comment vont-ils pouvoir passer sur le vélo ou passer sur les transports en commun pour ne plus rentrer dans la métropole lorsqu'ils auront interdiction d'y circuler? Alors pour finir, la métropole a déjà lancé quelques actions, bien sûr, développement de transports en commun, incitation au covoiturage via la plateforme de covoiturage du Grand Lyon, la requalification de l'autoroute A6 A7 en voie métropolitaine multimodale, sur lequel on voit déjà passer du transport en commun et du covoiturage. L'extension du réseau de pistes cyclables avec des projets très importants, dont la création des voies lyonnaises, qui est un réseau de 250 km de voies cyclables. L'augmentation des arceaux vélos de 15 000 à 60 000. La subvention à l'achat de vélos à assistance électrique et vélos cargo à hauteur de 100 €, qui elle-même est portée à 500 € en cas de cession d'un véhicule thermique et pour les faibles revenus. Et puis l'extension du réseau de vélos en libre-service Vélov. Voilà les éléments que nous pouvions présenter ce soir, qui viennent un petit peu donner un certain nombre de perspectives à venir. Et dans le cadre de cette concertation, comme nous le rappelons, nous nous invitons à participer. L'occasion ce soir de vous informer et de vous permettre de réfléchir à ces propositions et de vous exprimer à la fois dans le chat qui est maintenant ouvert et sur un certain nombre de questions, je suppose, qui ont déjà été posées, nombreuses même, me fait-on signe, et par ailleurs, effectivement, au travers des différents moyens, réseaux sociaux et sites internet qui vous permettent de vous exprimer sur le projet. Voilà, Monsieur le maire, ce qu'on pouvait en dire. Je vous rends la parole. Merci, Monsieur Rio, pour cette présentation. Je pense que c'est une synthèse fidèle des éléments essentiels du projet de mise en place de la zone de faible émission. S'il y a un point qui avait nécessité d'être complété, Monsieur Bagnon, je vous invite à le faire. Sinon, je vous propose qu'on passe quand même à l'échange avec les personnes qui suivent la présentation et la réunion, et de recueillir déjà les premières questions. Mais voilà, c'est un point à préciser pour ne pas trop allonger la durée de la présentation. Merci, Monsieur le maire. Je vais le faire très rapidement parce qu'effectivement, il est temps de passer aux questions-réponses. Mais voilà, je ne vais pas effectivement lister l'ensemble des points où on est potentiellement en désaccord. Simplement, concernant le constat, puisque c'était un transparent qui était important dans la présentation que nous avions proposée, simplement rappeler que la pollution de l'air est responsable de 40 000 morts prématurées par an. Voilà, donc bien rappeler ces chiffres, et c'est au bas mot, que cette pollution de l'air impacte bien sûr notre environnement et altère fortement notre santé, avec des pics de pollution. Voilà, donc ça, on est vraiment sur des effets à court terme. Et ce qui est le plus important en termes de santé publique, c'est bien ce qu'on appelle le fond de pollution, donc la permanence qu'on a la pollution qu'on a en permanence et qui a des effets à long terme liés à cette exposition continue aux polluants de l'air, voilà, à des niveaux qui sont supérieurs au seuil réglementaire. Voilà, donc ça a des impacts nombreux sur la santé et notamment des maux de tête, de la fatigue, des essoufflements, des réactions allergiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous les connaissez en partie. J'insisterai pour finir simplement sur les
personnes qui sont les plus sensibles à la pollution de l'air et qui sont évidemment les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes qui souffrent de pathologies. Voilà. Et puis, bien sûr, les personnes qui réalisent des activités extérieures, que ce soit sportive ou non. Voilà. Mais je crois qu'on est d'accord, d'après ce que j'ai entendu, et ça sera un point d'accord entre nous sur la nécessité d'agir au regard de cet impact de santé publique. Et effectivement, le débat, mais vous l'avez dit, porte sur la question des ambitions. Je voudrais rectifier ce terme. Ce n'est pas une question de vision de la ZFE, c'est bien une question d'ambition, de rythme, mais ça va faire l'objet du débat, donc je m'en arrête là. Merci. Merci, Monsieur Bagnon. Je vous rejoins sur la question de la fragilité ou de l'exposition des populations à une dégradation de la qualité de l'air. Et je rappelle que c'est la raison pour laquelle nous sommes contre l'aménagement cyclable de l'avenue de la République, puisque nous avons pu constater et mesurer des taux de pollution et de nuisances sonores sensiblement et très largement même supérieurs aux normes de l'OMS. Voilà, je vous propose de recueillir les premières questions. D'abord, il y a beaucoup de réactions sur la pollution et les critères de pollution. Notamment, Edwige nous dit « Modifier les critères de pollution n'empêchera pas le nombre de véhicules et posera d'autres problèmes à terme. » Voilà, c'était un peu l'environnement général sur les questions de pollution. Je ne sais pas si vous voulez y réagir. Alors, l'objet, donc la question de la réduction de la pollution, donc il y a plusieurs leviers, bien sûr. Donc là, on est sur la présentation d'un projet. Alors, je vais bien rappeler qu'on est sur des propositions. Donc, il y a ce qui est demandé, exigé par la loi. Voilà, et j'entends que la mairie de Tassin, en fait, veut en rester à la loi. Nous proposons d'aller plus loin. Et effectivement, c'est vraiment des leviers qui permettent de limiter la pollution de l'air, voilà, sur les polluants qui sont majoritairement liés à la voiture, clairement, ou aux véhicules motorisés. Voilà. La question de la pollution de l'air, et je vais pas développer très largement, bien sûr qu'elle est aussi liée à d'autres facteurs, notamment la question des usines, notamment, donc une pollution industrielle. Mais voilà, il est montré que sur certains polluants, notamment les dioxydes d'azote, les oxydes d'azote, il y en a plusieurs, c'est bien la question du transport qui est prépondérante et que du coup, en limitant le nombre de véhicules motorisés polluants, on va réduire assez fortement ces polluants. Donc incontestablement, voilà, c'est un levier. Et puis l'autre sujet, c'est évidemment en parallèle, et c'est absolument indispensable, de développer toutes les alternatives à la voiture individuelle, puisque de toute façon, plus on a de personnes qui ont la possibilité d'utiliser ces alternatives, moins effectivement on a de polluants, même si on utilise un véhicule en critère 1, il restera beaucoup moins polluant, mais il y a toujours une émission liée. Alors justement, il y a beaucoup de questions sur ces catégories et ces critères exactement. Les gens ont du mal à comprendre. D'abord, Edwige, je vous réponds en disant ne déplacez pas ma question sur les usines concernant le nombre de voitures. Mais surtout, il y a des questions sur la loi précise 4 roues au moins et pas 2 roues. Voilà, qu'est-ce qui est possible, pas possible? Pourquoi on mettrait les motos alors que d'autres villes, visiblement, ont fait des choix différents? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ou clarifier ce point, s'il vous plaît? Bonsoir à toutes et tous. Sur la question de la pollution de l'air, et pour répondre à Edwige, je voudrais dire qu'en fait, il ne faut pas confondre la pollution vis-à-vis du réchauffement climatique et le sujet dont on va parler ce soir, qui est la question de la qualité. Et notamment en fait sur les particules qui sont différentes. Ce qu'on vise à travers la ZFE et ce que vise la loi climat et résilience, c'est non pas la diminution du CO2, dont on entend souvent parler, parce que c'est vrai que les voitures produisent du CO2, et le CO2 est un des principaux gaz à effet de serre qui entraînent du réchauffement climatique. On vise bien ce qu'on appelle les PM2,5 qui sont et qui sont responsables de
nombreux problèmes sur la question des usines. 63% de ces émissions viennent du trafic routier. Donc, effectivement, sur le CO2, il y a une part plus importante du côté des industries. C'est pour ça qu'on souhaite, qu'on souhaite aussi agir dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère. Attendez, je vais peut-être parler un tout petit peu en recul, parce qu'on... Voilà. On a des échos, pardon. On agit à travers le plan de protection de l'atmosphère, qui est discuté au niveau de l'État, mais également des industries. Mais sur la question des particules fines, il est clair que le trafic routier est principalement responsable. Par rapport à la question des 2 roues, il faut savoir que effectivement la loi n'exige pas les 2 roues. Autant ce poids-là, au niveau évidemment à l'échelle européenne, puisque les ZFE sont déjà existantes à l'échelle européenne, hein, ou alors des zones à trafic limité, comme par exemple à Rome, mais il faut savoir que Stockholm a été l'une des premières villes à mettre en place. Et à Paris, le choix a été fait d'inclure également les motos dans les ZFE. Alors, il y a une vraie question sur le choix là, des critères. Certains véhicules, critère 1, polluent moins l'atmosphère que d'autres véhicules qui sont ou essence, etc. Il y a une vraie confusion sur ça. Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser les choses? Il y a beaucoup de questions sur ça, les véhicules propres, notamment le marché en cours est en train d'exploser. On voit beaucoup de publicité de vente de véhicules électriques. Le marché de l'occasion qui est lui en plein essor. Du coup, est-ce que tout ça a été bien pensé? Comment ça va s'articuler? Et est-ce que ça a été anticipé? Voilà, il y a des questions sur ça, sur ce registre-là. Alors clairement, oui, enfin, les choses ont été pensées sous l'angle le plus scientifique possible. Hein. Alors, il y a une question de calendrier, mais sur la question des critères, on s'appuie bien sur ceux qui ont été élaborés par l'État. Voilà, et clairement, plus le chiffre du critère diminue, moins la voiture est polluante. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, notre ambition, c'est aussi de limiter ces flux automobiles en développant les alternatives, donc, et par là même d'améliorer la mobilité. C'est un sujet majeur. Il faut bien voir que voilà, il y a la pollution et notamment les particules fines que Mathieu a évoquées. Les particules fines sont également, sont émises en partie par le moteur, mais également par ce qu'on appelle le roulage, donc en fait c'est l'usure des pneus sur la chaussée, ainsi que par le freinage. Voilà, c'est la question de l'usure des freins lorsque les véhicules freinent, voilà, qui émettent aussi des particules. Il n'y a pas de solution miracle. Hein. L'idée, c'est vraiment par des actions multiples de réduire progressivement le taux de pollution. Et il n'y a rien, voilà, il faut pas aller dans des solutions miracles ou binaires, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, on n'a pas de voiture qui soit absolument pas polluante, voilà, ça n'existe pas. L'important, c'est de faire les choix les plus efficaces en termes de santé publique et qui permettent de réduire globalement la pollution. Et clairement, ces actions permettent d'y arriver. Les énormes efforts qui ont été faits au niveau de l'industrie, et ça il faut le dire, hein, l'industrie peut aller beaucoup plus loin et doit aller beaucoup plus loin. Mais voilà, ces efforts ont produit, cette pression qui a été mise sur les industriels, ont produit leurs effets. Donc là, il s'agit bien d'eux-mêmes de produire ces effets pour les véhicules motorisés. Il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, ça concourra clairement à réduire progressivement la pollution de l'air sur le territoire de la métropole de Lyon et en tout cas de la zone à faible émission. Alors, pardon. Allez-y, je vous en prie. Je voudrais insister sur un point qui est très important pour les gens dans la vie de tous les jours. Et par rapport à ce changement de véhicule et le besoin de comprendre ce qui va arriver aux habitants et aux utilisateurs de véhicules, il faut bien comprendre que la population, les gens sont aujourd'hui désarçonnés face à une situation où ces dernières années, on leur expliquait qu'il fallait investir dans le véhicule diesel et désormais on leur dit qu'il faudra mettre votre véhicule au rebut.
Vous rajoutez à cela le fait que la durée moyenne d'utilisation d'un véhicule est entre une dizaine d'années et une douzaine d'années. Il est évident que chacun de nos concitoyens propriétaires de véhicules et qui a besoin de se déplacer, dont je rappelle que c'est aussi une liberté constitutionnelle, eh bien, se trouve aujourd'hui dans une situation et une perspective très préoccupante, inquiétante, où il ne comprend pas, et c'est le fait de notre propos de dire qu'il faut s'en tenir à la loi et aujourd'hui rester dans ce rythme et ne pas l'accélérer, ne comprennent pas qu'ils soient aujourd'hui amenés à devoir changer un véhicule qu'ils ont déjà changé récemment pour rentrer dans un choix de véhicule tel qu'on les invitait à le faire. Ça, c'est un point très important et c'est quelque chose qui fait que les règles changent et que les gens n'ont pas confiance. Et donc, je le dis aujourd'hui encore, eh bien, pour notre population, c'est un processus qui se présente à eux qui va les mettre encore plus en difficulté. Alors, parmi les réactions, les gens en fait retiennent surtout le caractère très restrictif des mesures qui sont proposées, avec des questions ultra précises sur, par exemple, le sort pour les véhicules de collection qui font partie du patrimoine historique. Est-ce qu'ils sont intégrés, pas intégrés? Les deux roues reviennent visiblement beaucoup ce soir. Il y a une vraie question il y a une vraie incompréhension de pourquoi ils sont intégrés. Et puis on va dire le décalage entre les critères, ce qu'on appelle les critères, 1, 2, 3, 4, 5, et la réalité des motorisations qu'on met derrière. Voilà, les gens ne comprennent pas forcément. En tous les cas, tout ça est très restrictif. Voilà. Après, j'ai d'autres questions sur la suite, pardon. Sur le côté, est-ce que les véhicules de collection, notamment... Alors, là-dessus, il bénéficie clairement, enfin, je vais évacuer le sujet, parce que voilà, il est bien réel, mais ils bénéficieront d'une dérogation permanente. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est des véhicules qui circulent extrêmement peu souvent. Voilà, donc ils auront une dérogation. Sur les deux roues, mais ça a été dit par Mathieu, hein, voilà, on est sur les mêmes problématiques, les deux roues motorisées, bien sûr, on est sur les mêmes problématiques. Ils génèrent également des nuisances et de la pollution, puisqu'on parle de pollution. Et donc, voilà, c'est cohérent de les inclure dans la ZFE, même si l'État ne les a pas prévus. Nous, on estime que c'est tout à fait cohérent de les inclure et de les prendre en compte. Juste pour ajouter sur cette question des deux roues, je pense qu'au contraire, nos concitoyens auraient du mal à comprendre pourquoi un deux roues motorisé qui serait critère 5 pourrait continuer à circuler dans la ZFE, alors qu'une voiture qui serait critère 2 ne le pourrait pas. Il y aurait une forme effectivement de non-logique, et donc c'est bien pour ça que le choix est fait d'inclure les deux roues. Alors après, dans les questions, toujours sur le côté restrictif des mesures, il y a une question, une récurrence sur le fait que l'on empêche aussi les véhicules de stationner par rapport à circuler. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser, parce que ça, les gens se posent des questions et ne comprennent pas bien ce que ça veut dire exactement. J'imagine que vous voulez dire que effectivement, les voitures en stationnement, enfin en gros, la vignette critère soit également prise en compte pour le stationnement. Oui, on est sur le même sujet finalement de cohérence des mesures. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait normal que les stationnements les véhicules qui sont interdits dans une zone le soient à la fois en circulation et en stationnement. On est vraiment sur un sujet de cohérence d'action. Il y a une question sur qui va contrôler et qui va sanctionner. Voilà, ces dispositions. Alors, donc, sur le contrôle, il est réalisé effectivement par les forces de police, comme un contrôle classique, mais il y a également, alors c'est en cours de travail avec l'État, puisque l'État aujourd'hui effectivement ne donne pas les moyens pour l'heure aux communes, mais c'est en cours de travail aux communes et aux métropoles qui sont chargées de mettre en place ces zones à faible émission. Il y a un travail qui est en cours pour permettre la verbalisation par la lecture des plaques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe déjà au niveau de l'État
l'État sait à partir de votre plaque quelle est la vignette critère, tout simplement parce que chaque plaque est reliée à une année de mise en service du véhicule et que cette année de mise en service, de mise en service dépend votre vignette critère. Je rappelle que les critères 1, ce sont tous les véhicules essence qui sont entrés en service après le 1er janvier 2011. Donc, on est quand même sur des véhicules qui ont déjà plus de 11 ans. C'est-à-dire que si votre véhicule a, moins de 11 ans, si votre véhicule a moins de 11 ans, ça veut dire que vous êtes critère 1. Et donc, pour dire que avec le travail qui est en cours avec l'État, on pourra contrôler via la lecture des plaques d'immatriculation le respect de la zone à faible émission. Oui, voilà. J'avais une question sur la ZFE. Et il y a quelqu'un qui demande si elle s'applique tous les jours ou juste les jours de pollution qui en apparaît dans la même catégorie. Alors oui, c'est une très bonne question. C'est justement la différence de dispositifs en cas de pic de pollution qui permettent de limiter la circulation. On l'a dit, un des enjeux, c'est vraiment de niveau permanent de pollution, ce fond de pollution qui a des conséquences très importantes sur la ZFE. On est bien, il faut que je m'écarte, pardon. On est sur une pollution beaucoup plus lisible par nos. Je n'entends pas, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, attention. Ok. Ouais, il ne faut pas que vous soyez trop près. Ouais. Au plus vous êtes près, au moins on vous entend manifestement. Alors, beaucoup de questions sur les alternatives après le côté restriction. Donc, il y a des questions sur le Citral. Est-ce que le Citral va mettre plus de lignes de bus électriques? Est-ce qu'il y aura des cadences plus courtes pour favoriser du coup le report sur les bus? Il y a beaucoup de questions sur le téléphérique qui revient sur une inquiétude ou des commentaires sur le téléphérique. Et évidemment, beaucoup de questions, vous vous en doutez, à Tassin et Demi-Lune sur le métro E. Et voilà, le fait qu'il y a un... Voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en place si d'un côté on ne peut plus rouler pour pouvoir se déplacer? Alors, je ne vais pas me mettre trop près, on me dit que le micro fonctionne très bien. Ne pas vous crier trop fort dans les oreilles. Oui, enfin la question des... Attendez, Monsieur Bagnon, je vous coupe. Je vois que les gens visiblement n'ont pas entendu votre réponse précédente. Pardon. Donc du coup, il y a eu un souci. On va recommencer. Je vous propose. Peut-être répondez à celle-ci et puis après je vous repose la question d'avant. Oui, alors tout à fait. Ouais, je veux bien. En tout cas, sur les... Évidemment, les alternatives, oui. Voilà, notre objectif, c'est bien, pour différentes raisons, de changer la façon de se déplacer sur la métropole de Lyon, sachant qu'on s'inscrit vraiment voilà, dans des actions qui ont été déjà menées par nos prédécesseurs. Par contre, on a une volonté d'accélérer pour différentes raisons. La pollution de l'air est un sujet qui préoccupe de plus en plus nos concitoyens. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'urgence climatique derrière et du changement climatique. Mais il y a aussi la question de la mobilité entravée. Enfin, voilà, cette mobilité, on en fait tous le constat. Et on l'avait un peu peut-être oublié avec la période de crise sanitaire qui a eu des impacts. Alors, c'est bien les seuls impacts positifs, mais qui a eu des impacts à un moment donné plutôt positifs sur la mobilité. Notre objet, c'est bien aussi d'offrir et de développer toutes les alternatives à la voiture individuelle pour permettre aux personnes de se déplacer autrement, mais aussi de se déplacer mieux et de façon plus efficace. Voilà. Et quand on fait effectivement des choix pour développer ces alternatives, on a souvent besoin de prendre un peu de place à celle occupée par la voiture. Voilà, l'objectif n'est pas de réduire cette place allouée à la voiture, elle est surtout de permettre de donner de la place aux alternatives et à des alternatives qui sont beaucoup plus efficaces parce que voilà, elles permettent de déplacer plus de personnes pour moins d'espace au sol. Voilà, c'est bien ce qu'on fait. Donc il y a évidemment, alors pour commencer,
le covoiturage, voilà, et qui présente de grands intérêts, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, qui n'est pas toujours bien accepté, mais le covoiturage est extrêmement important, puisqu'on a actuellement sur la métropole travailler, où il y a 1,05 personnes à maximum 1,1 personnes. Donc on voit bien l'enjeu extrêmement fort que certaines veulent de faire du covoiturage parce que ça peut alléger la fréquentation de nos rues. Il y a bien sûr les transports en commun pour évidemment une concertation. Voilà, on a l'occasion d'y revenir. Ça va être également en conseil métropolitain avec une commission générale début mars. Voilà, il y a des études qui ont été lancées et il y aura des choix qui devront être faits, mais ce sujet est bien et contrairement les projets de métro sont bien, comment dire, en tout cas les études sont bien en cours. Voilà. J'espère qu'on m'a à peu près entendu. Donc, voilà, le métro. Après, il y a effectivement, il y a le projet de télécabine. Là aussi, il y a une concertation. Voilà, et puis on aura bientôt ces conclusions. Et les élus du Citral, enfin AOMTL Citral, statueront. Derrière, il y a des projets de tramway. Alors, je ne vais pas trop développer parce qu'on ne sait pas vraiment sur votre secteur, mais en tout cas, il faut quand même rappeler qu'il y a 3 projets de nouvelles lignes, enfin un prolongement de ligne, la T6, et puis 2 nouvelles lignes. Voilà. Et une ambition extrêmement forte sur les transports en commun, puisqu'en termes d'investissement, on a fait x2, ce qui n'avait jamais été fait, à 2,5 milliards d'euros. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition, il y a tout simplement une ambition, comme il n'y en a jamais eu au niveau de la métropole de Lyon. Et il y a également, et vous l'avez pointé, ça concerne, en tout cas en termes de temporalité, plus votre territoire, c'est le renforcement des lignes de bus. Voilà, et puis la création de couloirs bus dédiés qui rendent ces bus compétitifs. C'est important d'avoir une offre compétitive de transport en commun, à la fois plus rapide que l'automobile, autrement ça ne vaut pas le coup, et puis surtout fiable. C'est-à-dire que voilà, les gens sont prêts à passer quelques minutes de plus dans les transports en commun, à condition que leur horaire d'arrivée au travail ou pour récupérer les enfants le soir soit garanti. Bien sûr, les aménagements cyclables, je fais très court avec les voies lyonnaises, et puis des premiers aménagements, on en discutait avec monsieur le maire et son adjoint, voies lyonnaises, et dès lors que ça sera raccordé au 9e arrondissement, et puis ensuite que ça ira plus loin sur l'ouest, ça va constituer une vraie... en complément, bien sûr, une vraie mobilité alternative, bien sûr pour les personnes qui veulent et les personnes qui peuvent se déplacer à vélo. Avec les vélos électriques, le panel s'élargit largement et on voit bien, à Tascom, il y a un très grand engouement pour ce mode de déplacement. Encore faut-il qu'il y ait des aménagements sécurisés et continus. On y travaille progressivement sur le Mantin en complément des bus. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, engouement pour le vélo, je ne sais pas. Oui, pardon. Engouement pour le vélo, je ne sais pas, mais visiblement, beaucoup de réactions sur les bus. Le fait qu'il n'y ait pas assez de transports en commun pour compenser ou proposer, et effectivement, beaucoup de réactions sur le métro. Voilà. Justement, Monsieur Bagnon, vous nous présentez des projets et des intentions de la métropole en réponse à la restriction des déplacements en véhicule et à la suppression dans le paysage de l'agglomération de la voiture, mais comprenez bien et entendez bien que les habitants et les propriétaires de véhicules sont très inquiets parce que le calendrier que vous proposez, qui consiste à accélérer la transformation du parc de véhicules, et on le rappelle, près de 500 000 véhicules dans l'agglomération, se fait, et en tout cas est perçu comme étant quelque chose d'inaccessible pour les propriétaires de véhicules, à bien des égards, qu'ils soient financiers et qu'ils soient aussi en temps, alors même que les projets structurants et massifs dont nous avons besoin justement pour faire en sorte que les déplacements se fassent autrement qu'en véhicule, eh bien eux ne sont pas au rendez-vous. Et je rappelle ici la nécessité d'urgence de lancer le projet de métro E.
Oui, alors vous avez raison de rappeler. C'est bon là? Il y avait peut-être une question. Non, allez-y, allez-y. Ouais. C'est bon au niveau de la distance? Oui, oui, vérifie. Vous avez raison de le rappeler en termes de temporalité. C'est pour ça que j'ai mis en avant plutôt le renfort de l'offre de bus et puis la création de voies, on va dire, réservées aux bus, parce que ça, c'est des projets qui peuvent se faire en quelques mois. Alors, pour le renfort de l'offre de bus, globalement, il faut aussi parfois les commander quand ils ne sont pas disponibles au niveau du Citral. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps, mais en tout cas, le fait d'améliorer déjà la performance des lignes existantes, ça, on le fait. Voilà, ça a fait réagir parfois, mais la création des couloirs bus visait bien à renforcer l'efficacité des transports en commun. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que sans attendre des livraisons de nouveaux bus, qui prennent un peu de temps, parce qu'il faut commander les bus, et puis ensuite, il faut aussi avoir des entrepôts. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a lancées, ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, rien que les couloirs bus permettent de gagner, parce qu'en fait, quand les bus ne sont pas englués dans la circulation, ben, tout simplement, il y a besoin de moins de bus pour assurer la même performance, la même desserte. Et voilà. Et du coup, dès qu'on a une voie réservée, ben finalement, puisqu'on va bien sûr garder le même nombre de bus, on assure une meilleure desserte avec le même parc de véhicules. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Ça répond à la temporalité. Après, voilà, les autres projets et le métro, voilà, imaginons que le métro soit décidé cette année. Imaginons, quoi qu'il en soit, Monsieur Charmeau, vous le savez, c'est un projet de long terme. Voilà. On ne l'aurait pas avant une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus avant. Et la mobilité de nos concitoyens est un sujet du quotidien, avec une métropole qui se développe. De toute façon, voilà, même si le coup d'envoi du métro est donné aujourd'hui, la solution, c'est dans 15 ans. Et si on l'avait donné il y a un an, ben, la solution, c'est dans 14 ans. Et il faut vivre, et aurait été dans 14 ans. Il faut vivre d'ici là, améliorer la mobilité de nos concitoyens au quotidien dans un contexte de métropole qui s'élargit, enfin, qui continue à se développer parce qu'elle est attractive, et que du coup, voilà, on se retrouve, si on ne fait rien, à plus de voitures. J'en reviens sur la question de l'accompagnement, parce que effectivement, et vous avez raison, on a beaucoup parlé d'alternatives à la voiture individuelle, mais tout le monde ne pourra pas utiliser les transports en commun, faire du covoiturage, faire du vélo ou marcher. Voilà. Et donc, il y a un vrai sujet d'accompagnement. Il y a un vrai sujet d'accompagnement des personnes qui seront impactées par le calendrier, la mise en place de cette ZFE. Il y a une question d'accompagnement. Et c'est bien, ça fait bien partie de la concertation. On met à la concertation, je le rappelle, le rythme. Donc, nous, on fait une proposition qui est effectivement ambitieuse. Voilà. C'est pas deux visions différentes, mais c'est une version ambitieuse, et le calendrier fait partie du débat, le périmètre fait aussi partie du débat, et ce qui fait débat, et on vous attend beaucoup là-dessus, et c'est important du coup que les gens participent à ces concertations, et je remercie Monsieur le maire pour cette réunion ce soir, sur les conditions d'accompagnement de cette zone à faible émission, et toutes les aides qui permettront d'aider nos concitoyens à changer de véhicule quand ils souhaitent absolument conserver l'usage d'un véhicule dans la zone à faible émission. Sur la question de l'offre alternative à ce jour que vous expliquez comme pouvant se mettre en œuvre à travers une meilleure desserte en bus et des couloirs de bus, encore faut-il que ce soit probant. Et en tout cas, sur Tassin-la-Mille-Lune, la voie de bus dédiée sur l'avenue de la République n'a en aucun cas démontré qu'elle répondait justement à cet objectif d'une meilleure fluidité et d'une réponse en termes de rapidité de déplacement et d'alternative, à telle enseigne que même quand on questionne les chauffeurs eux-mêmes, ils voient dans cet aménagement plus de contraintes et plus de problèmes que de solutions. Et je rappelle quand même que sur une voie où il y a 4 feux rouges, on est forcément dans la circulation et contraint, ce qui montre que cet aménagement ne donne pas satisfaction, et ça participe de la remarque que je faisais tout à l'heure avec la voie vélo. Les 2 voies vélo sur l'avenue de la République qui augmentent les nuisances et la pollution par la congestion automobile qui en découle. Vous parlez de l'accompagnement. Et sur l'accompagnement, il y a là une question qu'il faut que vous entendiez.
encore plus que que la façon dont vous l'avez traité jusqu'à maintenant en termes d'aide. Parce que aujourd'hui, avec le projet de de changer le véhicule dans des délais aussi courts, vous prenez le risque d'ajouter de l'exclusion sur la fragilité déjà constatée des foyers à pouvoir investir, faire face à un certain nombre de charges quand il s'agira de changer un véhicule qui, au bas mot, coûte 15 000 euros, entre 10 et 15 000 euros si on veut un véhicule d'occasion électrique, et 30 000 euros s'il est neuf et surtout s'il est familial. Donc aujourd'hui, c'est une question que vous devez entendre de l'inquiétude et du risque que cette accélération de la zone de faible émission et de la sortie des véhicules de critères 2 et supérieurs va entraîner et qui inquiète énormément nos populations. Simplement, et puis après je laisserai Fabien Bagnon répondre sur ce qui vient d'être dit, pour ajouter à la question des alternatives, il y a aussi un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le TER de l'Ouest lyonnais, le tram-train, qui est aujourd'hui malheureusement sous-exploité, parce qu'il manque quelque chose de primordial, c'est la tarification unifiée. Et ça, nous sommes en train d'y travailler pour que, dans le courant du mandat, on l'espère, d'ici la fin de l'année, on puisse prendre, avec un même titre journalier, le tram-train, puis le métro, puis le bus, etc. et qu'on arrive sur une offre de transport qui soit unifiée dans l'agglomération. Parce qu'aujourd'hui, c'est incompréhensible pour n'importe quel habitant de Tassin-la-Ville-Nulle, mais comme d'ailleurs de Francheville, etc., qui ne puisse pas, alors qu'on est dans la même métropole, prendre le TER pour se rendre dans le centre de l'agglomération, alors qu'avec le bus, c'est possible. Alors, pardon, du coup, votre commentaire entraîne beaucoup de commentaires et de réactions sur le fait que le tram-train, il ne manque pas que la tarification unique, il manque beaucoup de choses et il manque des infrastructures et surtout la capacité de relier enfin à la Part-Dieu. Parce que quand on veut se déplacer en train aujourd'hui, en fait, quand on habite à Tassin, on est contraint de prendre la voiture parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution. Ou alors, c'est le parcours du combattant, pour reprendre les termes du chat, pour se rendre. Et puis, il y a beaucoup d'autres questions sur les questions de mobilité douce que vous évoquiez tout à l'heure. Sur le vélo, fait réagir beaucoup les gens sur le thème emmener ses enfants à l'école, c'est pas évident ni quand on est en vélo ni quand on est en bus, même si certains le font. Et la question des aînés aussi revient beaucoup sur la préoccupation des seniors. Et effectivement, on a des problèmes de mobilité avec l'âge qui sont pas toujours compatibles avec des transports en commun ou des transports de mobilité douce. Oui, du coup, je vais répondre. Alors déjà, oui, alors la question du tram-train de l'Ouest lyonnais, il y a beaucoup à faire, hein, Mathieu l'a dit, et on a une vraie convergence, on y travaille avec la région, on espère que ça va déboucher, parce qu'il y a la convergence tarifaire avec les tarifs du Citral qui est absolument indispensable, mais il y a la question des investissements à réaliser sur le réseau pour pouvoir augmenter les fréquences. Voilà. Et puis il y a tout un travail aussi sur la lisibilité de cette infrastructure. Oui, voilà, il faut voir quand même qu'elle permet et ceux qui l'utilisent savent toute sa performance. Alors, on a parlé de la fréquence qui n'est pas au rendez-vous, mais en tout cas, toute la performance d'arriver directement à Saint-Paul. Et derrière, on a quand même une bonne partie de la centralité de la métropole qui est permise. Et effectivement, ce n'est pas un accès directement pour l'instant à la Part-Dieu, mais on a quand même le C3 qui permet un rabattement rapide. Et voilà, il ne faut pas non plus sous-estimer le tram-train de l'Ouest lyonnais. Une fois renforcé, c'est quand même un très bel outil de mobilité en attendant des projets beaucoup plus lointains. On a déjà parlé du métro. Voilà, s'il était décidé, on arriverait dans 15 ans sur le tram-train de l'Ouest lyonnais, entre la tarification et les quelques travaux à réaliser, les investissements réalisés par la région, on pourrait aller beaucoup plus vite. Concernant l'impact social, on l'a bien en tête, hein, c'est un véritable sujet de préoccupation.
on le voit, on doit résoudre les problèmes de pollution de l'air, résoudre les problèmes, voilà, la question de l'urgence climatique aussi, mais dans le quotidien de nos concitoyens, et on y pensait un peu moins il y a quelques temps, mais là on y pense très fort actuellement, il y a la question de la crise énergétique, du renchérissement de l'énergie globalement, voilà, et d'une essence qui malheureusement dans certains lieux de France a dépassé, enfin d'un carburant qui a dépassé les 2 €. Voilà, alors probablement on peut penser que c'est conjoncturel, mais en fait on sait très bien que c'est structurel, et on a des coûts de l'énergie qui vont augmenter. On ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas sur combien de temps, mais en tout cas on a tout intérêt aussi pour cette raison à les personnes qui sont totalement dépendantes de la voiture individuelle, que ce soit pour l'ensemble des usages et notamment travailler à des alternatives. Voilà, c'est absolument indispensable parce que c'est vraiment une épée de Damoclès qui est sur la tête de ces personnes. Et du coup, il faut effectivement mobiliser la puissance publique pour les accompagner. Voilà, avec une alternance de, comment dire, enfin toutes les possibilités, les transports en commun, bien sûr, toutes les alternatives et le remplacement des voitures. Enfin voilà, si l'usage de leur voiture est absolument indispensable, ce qui est le cas pour un certain nombre de personnes, enfin en gros les accompagner avec des aides pour utiliser d'autres motorisations et du coup ne plus être dépendant des coûts du pétrole. Donc ça c'est un sujet avec lequel nous sommes en pleine conscience. On est énormément interpellés sur ces sujets. Voilà, il y a un panel citoyen qui nous a beaucoup challengé. Moi, j'ai notamment assisté à l'audition sur l'impact social de la ZFE. C'est un sujet majeur, on l'a bien en tête. Et notre souci, c'est effectivement de bien répondre aux impacts de la mobilité et des évolutions de mobilité sur nos concitoyens les plus fragiles économiquement. Je finis simplement sur la question du vélo. Je l'ai bien dit, hein, le vélo, c'est pour ceux qui peuvent, mais d'ailleurs comme toutes les mobilités, c'est pour ceux qui peuvent et qui veulent. Je dis simplement que, effectivement, il y a quelques temps, notamment pour emmener les enfants à l'école, c'était compliqué, il n'y avait pas forcément de solution. Maintenant, il y a des vélos cargo. Moi, j'en vois partout, des vélos cargo, des vélos rallongés où vous pouvez mettre jusqu'à 3 enfants. Oui, ça pouvait paraître de la science-fiction il y a quelques années. On le voit quotidiennement dans les rues, mais pas que du centre de Lyon, hein. Moi, j'habite à Saint-Giniaval. Je croise 3 vélos cargo tous les matins avec des enfants sur le vélo. Voilà, donc c'est possible et c'est en train de se développer. Je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais en tout cas, c'est bien possible. Et il y a une partie de la population qui veut déjà s'y mettre. Il faut bien voir que chaque famille qui s'y met, c'est une voiture de moins sur votre trajet. Voilà, et qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution miracle. C'est les transports en commun, c'est le covoiturage, c'est l'autopartage dont on n'a pas parlé. Voilà, c'est les transports en commun et c'est le vélo aussi, en fonction des envies, des envies et des besoins de mobilité et du contexte de mobilité que chacun. Juste pour rebondir sur cette question sociale, lors des ateliers qui ont été animés par les métropoles, des ateliers de concertation de la ZFE, auxquels participaient 2 vice-présidents, une vice-présidente et un vice-président de la métropole, il y a eu un débat sur la gratuité des transports en commun. Et effectivement, des positions, enfin un débat qui apparemment au sein de l'exécutif pour savoir si... Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus si cette question a évolué, si aujourd'hui vous envisagez la gratuité des transports en commun comme étant une mesure d'aide, parce que effectivement la vice-présidente en charge du sujet disait qu'elle y était favorable. Donc je me permets, je n'ai pas d'informations par rapport à ce sujet, c'est pour ça que je vous pose cette question. Alors, sur la question de la gratuité des transports en commun, c'est un excellent débat et j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à lire un rapport qui avait été fait par une maire du coin et ancienne sénatrice Michèle Vullien, qui a fait un rapport d'information sur la gratuité des transports publics. Il faut bien que les transports en commun, aujourd'hui, sont en grande partie financés non pas par la billettique, mais par la contribution publique des organismes tels que la métropole, qui, là, on vient d'augmenter notre subvention
au Citral, en passant de 130 à 150 millions d'euros par an, avec l'ambition d'aller encore plus loin d'ici la fin du mandat. Et aussi, contribution des entreprises, donc la biéthique, pardon, a priori ce sera mieux, la biéthique, pour autant, c'est une part essentielle du financement, et aujourd'hui, en l'état, sur la métropole de Lyon, si on enlève la biéthique, on se prive d'un tiers des recettes du réseau, ce qui veut dire que d'un seul coup, on aurait un tiers à compenser de manière à pouvoir continuer à développer le réseau. Ça veut dire qu'il y a un choix véritable à faire. Est-ce qu'on aujourd'hui le réseau ou dire les transports communs sont gratuits, mais on effectivement un débat de fond. Nous, et c'est pour ça que dans la campagne, nous n'avons pas proposé la gratuité totale des transports en commun, et je dis bien totale parce que je vais revenir après sur cette question de la gratuité. On n'a pas proposé la gratuité totale des transports en commun parce qu'elle priverait de manière trop importante le Citral des moyens nécessaires, parce que vous l'avez rappelé, il faut développer, et vous l'avez dit, si on veut pouvoir faire... Ah, il faut que je change de micro. Alors. On m'entend? Alors, est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Alors, désolé. Alors, je vais le redire très brièvement. La biéthique, aujourd'hui, représente environ un tiers des recettes du réseau. Et donc, si on souhaite développer le réseau, et vous l'avez rappelé, il y a une importance essentielle à développer le réseau via le renfort des lignes de bus, via la création de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, il est très compliqué de se priver de cette ressource financière. Il y a, en revanche, on n'a pas fait le choix total de la gratuité. Pour autant, nous avons du mandat organiser des gratuités envers les plus précaires. Donc, aujourd'hui, il y a 100 000 personnes dans la métropole qui bénéficient de la gratuité des transports en commun, notamment les personnes qui ont des faibles revenus. Il y a un abonnement donc, qui s'appelle le solidaire gratuit, et il y a également un abonnement, le solidaire réduit à 10 €. Et j'encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui sont notamment, enfin qui ont des difficultés sociales à se rapprocher des maisons de la métropole parce qu'elles y sont peut-être éligibles. On a également baissé le tarif des abonnements étudiants qui était à 32,50 € actuellement, on l'a baissé à 25 € et on l'a baissé à 10 € pour les boursiers, de manière à encourager effectivement via ces mesures tarifaires. Donc, on ne fait pas la gratuité totale pour tous. Et je rappelle que sur un abonnement TCL, lorsqu'on est salarié, il y a la moitié qui est prise en charge par l'employeur. On ne fait pas la gratuité totale pour tous. Pour autant, on cible de manière à avoir un équilibre entre permettre à l'ensemble des personnes de prendre les transports en commun et d'être abonnés, tout en conservant des recettes qui sont essentielles si on veut pouvoir, et c'est primordial, développer le réseau demain. Avec d'autres questions peut-être? Oui, pardon. Alors attendez, oui, alors sur la gratuité, sur les aides développées, il y a beaucoup de réactions sur le caractère public, et donc au bout du compte, c'est quand même les impôts des habitants qui sont utilisés. Donc les gens réagissent assez vivement sur cette notion, gratuité ou aide, quoi qu'il en soit, on va payer. Hein ? Alors, je ne sais pas si vous voulez faire à ma place la modération, mais simplement, moi, ce que j'observe surtout, c'est que les gens parlent évidemment beaucoup du métro E et de certain nombre d'aberrations qu'ils ne comprennent pas, en tout cas, qu'ils n'ont pas l'air de comprendre aujourd'hui sur les choix qui sont faits et les usages entre du vélo d'un côté, on parle de 3, vous avez cité l'exemple de 3 vélos cargo, les gens disent oui, mais moi j'en ai 450 dans les embouteillages. Il y a un rapport entre les choix qui sont opérés qui sont mal compris. Voilà. Oui, alors simplement, pour finir sur la gratuité, globalement, ce que disait Benoît, c'est pas ce qui revient majoritairement. Ce que les gens veulent, mais vous l'avez dit, hein, ils veulent
un renforcement des alternatives et notamment une offre de transport. Simplement, la gratuité, voilà, on l'a fait de façon ciblée pour qu'elle soit efficace d'un point de vue social. Oui, effectivement, ça a un coût sur les finances publiques. Voilà, il y a aussi une participation assez importante du versement transport des entreprises. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité faire de la gratuité pour tous, mais des gratuités tout à fait ciblées. Voilà, concernant toujours la question des ordres de grandeur, quand même, je le rappelle, on a du mal à se figurer, et je le redis une dernière fois, le vélo n'est pas pour tout le monde. Ceci dit, voilà, quand on regarde un petit peu ce qui se passe partout en Europe, et même tout simplement à Lyon, je rappelle quand même que sur les berges du Rhône, voilà, un axe cyclable majeur, on a 17 000 cyclistes qui passent par jour. C'est tout simplement, en termes d'usagers, beaucoup plus qu'il y a d'automobilistes, voilà, où on les estime à 11 000. Donc on ne les voit pas forcément, on ne perçoit pas forcément ces effets volume, mais le vélo est d'ores et déjà voilà, un moyen de transport de masse sur la métropole de Lyon. Alors moi, à Tassin, et je comprends que vous ayez du mal à le saisir, mais on n'a pas encore les comptages sur la nouvelle piste qui vient d'être réalisée rue Victor Hugo. En tout cas, il y a un usage cycliste qui est déjà notable et qui va se renforcer. Voilà, donc bien sûr que, et j'ai cité le nombre de 3 vélos cargo parce qu'en fait, c'est les 3 que j'ai vus en l'espace de 5 minutes. Hein. Donc, parce que voilà, c'est en me rendant comment dire, au travail, mais ça veut dire qu'il y en a bien d'autres et qu'on voit bien que c'est quelque chose qui n'existait pas encore il y a 5 ans et qui est en train d'exploser. Voilà. Et je le redis, ce n'est pas la seule solution. On n'ira pas mettre les personnes qui ne veulent pas utiliser un vélo cargo. Voilà, là, les gens qui se mettent à utiliser un vélo cargo, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, ils trouvent ça efficace. Et voilà, mais derrière, il y a toutes les alternatives. Et puis, je le rappelle, il y a tous les accompagnements aux personnes qui ne changeront pas leur mobilité au détour de la mise en place de la zone à faible émission, même s'ils ont intérêt pour différentes raisons, et notamment financières. Il y a toutes les aides à la conversion au changement d'automobile. Voilà, je voudrais pas qu'on se surfocalise, même si je comprends bien les difficultés de mobilité qu'ont nos concitoyens, on les partage toutes au quotidien et il faut les résoudre. Voilà, je vais pas redévelopper ce qu'on a largement développé, mais là, il y a aussi la question voilà, de l'accompagnement du rythme de la mise en place de la zone à faible émission et des accompagnements en dehors des alternatives, des accompagnements pour changer de véhicule. Oui, à ce propos, on a noté tout à l'heure le parc impacté par le fait d'exclure tous les véhicules de critère 2 et supérieur de l'agglomération. C'est un parc qui est énorme. Et vous parliez de mesures d'accompagnement financières, mais la question qui se pose est très vite, vous allez être confronté à cette réalité. Quand vous parliez juste avant du fait que vous ne pouviez pas vous priver d'une recette par la gratuité des transports pour tous. Vous allez être confronté à une réalité, c'est celle de devoir faire des arbitrages financiers. Et les arbitrages financiers, ça veut dire qu'ils vont venir impacter pas seulement, d'ailleurs, les plus modestes qui sont en difficulté réelle et profonde pour pouvoir investir dans un véhicule et dont aujourd'hui, ce n'est probablement pas la priorité de devoir investir dans un changement de véhicule, mais aussi pour les ménages intermédiaires, les classes moyennes, qui ne seront pas plus en capacité de pouvoir le faire. Donc il y a là un sujet véritablement essentiel de risque d'inégalité effectivement sociale, mais aussi d'exclusion de la mobilité, parce que les personnes n'auront pas les moyens de changer, la métropole n'aura pas les moyens de financer toutes les demandes de soutien financier, et il n'y aura pas d'alternative probante, immédiate, à ce calendrier que vous voulez accélérer. C'est un sujet qu'il faut absolument prendre en compte. Alors oui, et surtout, je voudrais reposer la question, je ne sais pas si on entend, de tout à l'heure, Monsieur Bagnon, les gens n'ont pas entendu votre réponse sur la ZFE. Il y a une dame qui demandait est-ce qu'elle est appliquée tous les jours ou uniquement les jours de pollution. Ça, c'était la question posée tout à l'heure. Et il y a une autre demande sur est-ce qu'il va y avoir une nouvelle zone, est-ce qu'elle va être étendue à une nouvelle zone. Voilà, si vous pouvez répondre à ça, s'il vous plaît.
Oui, alors vous avez raison de reposer cette question. Si la réponse n'a pas été entendue, c'est absolument essentiel. C'est bien la différence entre les mesures, les dispositifs qu'on a actuellement d'alerte lorsqu'on a un pic de pollution. Voilà, donc la forme critique de la pollution. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est bien traiter en plus la question de la pollution, voilà, on va dire latente, permanente, le fond de pollution. Et donc, c'est bien l'objet. Alors, c'est nous et puis c'est l'État, hein, puisque même si on accélère le calendrier, mais c'est bien l'objet de traiter de ce fond de pollution. Et donc, en fait, on passe bien sur un dispositif. La ZFE, pour répondre clairement, sera active en permanence tous les jours de la semaine, enfin 365 jours sur 365. C'est bien la différence avec les dispositifs actuels. Concernant la question du rythme et des aides et des arbitrages, Monsieur Charmeau, vous avez complètement raison. Bien sûr que derrière ces aides, donc qu'on met au débat, hein, ça représente des engagements financiers. Alors, je tiens à vous rassurer sur la question de l'équité sociale. Nous y sommes très attachés. Donc, il s'agit bien que ces aides aillent aider les personnes qui en ont le plus besoin et qu'on ne crée pas des biais. Donc, voilà, il y a tout un dispositif adapté aux revenus. Voilà, mais effectivement, ça va induire des coûts et ça fait clairement partie des éléments qui seront pris en compte dans le cadre de l'élaboration, en gros, du projet définitif après concertation. Parce que là, on est vraiment en concertation pour recueillir l'ensemble des avis, à la fois sur le rythme, à la fois sur les aides, à la fois sur le périmètre. Ça a été parlé. Oui, le périmètre est tout à fait, voilà, le périmètre est également discutable et c'est important pour Tassin, ce qu'on a bien vu sur la carte. Hein, Tassin qui est vraiment comment dire, en proximité immédiate de la ZFE, qui est continue à la ZFE, qui est impactée, vous l'avez très bien dit, par des flux automobiles importants, des infrastructures importantes. Voilà, donc il y a un vrai sujet. L'ensemble des éléments sont à la concertation. Derrière, on aura une proposition qui sera soumise au vote, bien sûr sur la base de la concertation. On fera une proposition qui sera soumise au vote des conseillers métropolitains et qui prendra en compte l'ensemble de ces problématiques, la question du financement et les arbitrages financiers associés également. Alors justement, il y a une question sur la... Juste pour avoir en tête le temps de la réunion, ça fait déjà maintenant à peu près 1h15 que nous avons commencé la présentation, l'échange. On se donne peut-être encore une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, une quinzaine de minutes, on va dire, pour terminer avec les conclusions des uns et des autres, mais poursuivons encore sur des questions qui sont en attente de réponse. Justement, la question se pose sur la concertation. Que se passe-t-il si la concertation n'est pas favorable et est-ce qu'il y a des options intermédiaires ou je ne trouve plus le mot, mais de substitution, voilà. Je vais dire un mot et puis Mathieu, tu compléteras. Alors, on est en concertation, on va pas commencer à tirer les conclusions de la concertation, même si, voilà, ça fait maintenant 5 mois que la concertation est ouverte. Je rappelle, on l'a prolongée parce qu'on jugeait, et certaines personnes d'ailleurs nous avaient alerté là-dessus, qu'il n'y avait pas assez de personnes au courant, et malgré tous nos efforts, on a fait quand même de l'affichage 4x3, on a fait beaucoup de communication, on fait ces réunions. Mais la bonne nouvelle, c'est que de réunion publique en réunion publique, la participation grandit. Mais voilà, la concertation se termine le 5 mars. Voilà, et on ne va pas annoncer des réorientations. Nous, on a mis au débat notre projet. Voilà, il est disponible sur la plateforme. D'ailleurs, je passe la parole à Mathieu qui va vous repréciser où est-ce qu'on peut trouver tout ça, c'est important. Jeparticipe.grandlieu.com, c'est la plateforme qui permet effectivement de donner vos avis sur la ZFE. Et juste simplement pour préciser que il y a le projet de la métropole qui est mis à la concertation, mais il y a aussi une base légale que vous avez rappelée tout à l'heure, qui est celle de la loi climat et résilience, et à laquelle on n'échappera de toute façon pas. C'est-à-dire que en 2025, au 1er janvier 2025, seront interdits
dans la ZFE, enfin ce seront interdits dans la ZFE tous les véhicules particuliers des critères 3 et plus. C'est le socle minimum. Je voulais simplement parler, en plus de la question des aides, aussi de la question des dérogations, parce que c'est aussi quelque chose qui est à la concertation, sur lequel il est important que vous vous exprimiez, et qui est essentiel en fait dans le cadre de ce projet, parce que sur la question des professionnels, Fabien l'a rappelé tout à l'heure, il existe déjà des dérogations, puisque la ZFE est déjà en place pour les professionnels, et il y a des dérogations qui ont été mises en place avec des dispositifs par exemple, de transition, pour dire un professionnel, là, vous avez 1 an de dérogation ou 2 ans de dérogation. On l'a renouvelé très récemment au Conseil métropolitain, de manière à ce que vous puissiez changer de véhicule, ou alors pour certains professionnels, même, on les exempte carrément parce que tout simplement le véhicule n'existe pas. Moi, j'ai été il n'y a pas longtemps avec la Fédération du bâtiment. C'est vrai que dans leur métier, ils ont des difficultés sur des véhicules très précis. Pour ces véhicules-là, évidemment, on ne va pas leur dire « bah non, vous arrêtez avec votre camion toupie », c'est pas possible. Sur les particuliers, on réfléchit par exemple pour les critères 5, donc c'est-à-dire quelque chose qui arrive très vite, on réfléchit à des dérogations qui pourraient cibler les ménages les plus modestes, ceux qui ont un revenu fiscal en deçà, alors d'une barre évidemment à discuter. Et donc là encore une fois, c'est l'intérêt de vous rendre sur la plateforme de concertation. Il reste encore 1 mois pour exprimer vos opinions à ce sujet-là et dire justement de quoi vous estimez avoir besoin pour aujourd'hui diminuer votre dépendance à un véhicule thermique et l'ensemble des aspects dont on a parlé préalablement. Alors, 2 choses peut-être. J'ai une question très précise de Patricia. Même si on rachète un nouveau véhicule pour rouler en ville, est-ce qu'on pourra sortir avec un autre véhicule qui a une vignette critère 3, 4, 5 pour partir en vacances en dehors des villes, par exemple? Oui, alors ça sera tout à fait possible dès lors que sa ville, effectivement, n'est pas dans la ZFE. Donc, prenons le cas, effectivement, de Tassin. Si dans la mise en... voilà, en 2026, si on exclut le critère 2 et que donc la voiture en question est de critère 2, effectivement, enfin, et que Tassin, pardon, est inclus dans la ZFE, du coup, ça ne sera pas possible, puisqu'en fait, on ne sera pas possible d'avoir une voiture de critère supérieur à 1. Voilà. Par contre, si on prend l'état actuel de la situation, Tassin n'est pas dans la ZFE, donc c'est tout à fait possible d'avoir un véhicule supérieur à critère 1, donc à partir de critère 2, donc en 2026, et de pouvoir effectivement aller vers l'extérieur de la zone à faible émission. Ça, c'est tout à fait possible. Vous évoquiez le site je participe grandlyon.com. Simplement, le questionnaire en ligne n'est plus accessible pour les gens. On ne peut plus y répondre depuis plusieurs jours, en tous les cas. C'est la raison pour laquelle Tassin a mis en place un questionnaire qui reprend des questions que les gens auxquelles les gens vont pouvoir répondre pour donner leur avis sur la ZFE. Et évidemment, la ville a mis en place un lien pour envoyer aussi sur le site je participe grandlyon.com, mais ce questionnaire n'est aujourd'hui plus accessible. De mémoire, je crois que le questionnaire qui avait été mis initialement n'est plus accessible. Pour autant, il est toujours possible d'envoyer des contributions puisque cette concertation elle se déroule sous l'égide de ce qu'on appelle la CNDP, la Commission nationale du débat public, avec 2 garants qui veillent justement à ce que la concertation soit la plus objective possible. Simplement aussi pour repréciser sur la question des dérogations, on réfléchit également dans le cadre de la concertation à des dérogations pour les petits rouleurs, c'est-à-dire les gens qui ont un véhicule critère 2 par exemple, mais qui en fait s'en servent très peu fréquemment et justement dans quelle limite, sous un certain seuil entre guillemets de kilomètres par an, ils pourraient continuer à l'utiliser. Et puis redire que cette ZFE, elle a vraiment un impact essentiel. La question du critère 2, en fait, c'est celle du diesel, parce que le diesel aujourd'hui,
est le principal émetteur de particules fines, notamment lorsque le moteur est froid. Et je ne sais plus si M. Charmeau ou M. Rio qui l'a rappelé, c'est malheureux effectivement que ces dernières années, on ait incité de nombreux concitoyens à se tourner vers le diesel, parce qu'on savait, entre guillemets, que le diesel et ses moteurs froids émettaient plus de particules fines que les voitures à essence. Pour autant, l'enjeu, il est bien celui de notre santé à toutes et tous, la santé des métropolitains, parce que selon Atmo, donc Atmo, c'est l'organisme de la qualité de l'air, donc Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on a aujourd'hui 15 700 habitants de la métropole qui sont exposés en permanence à un seuil plus élevé que celui qui vous a été présenté ce soir, c'est-à-dire le seuil de 40 microgrammes par mètre cube d'air. Et il faut bien préciser que ce seuil, donc, qui était sur la première diapo, il a été abaissé l'an dernier, en 2021, par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été abaissé à 10 microgrammes. Donc, c'est-à-dire que avant même qu'on divise par 4 le seuil de l'OMS, on était déjà sur 15 700 personnes qui, tous les jours, par an, chaque année, sont exposées à un seuil supérieur. C'est vraiment dramatique. C'est la raison de nombreuses maladies et il faut vraiment qu'on agisse là-dessus. Oui, juste en complément, simplement pour dire, on vient de le vérifier, moi je l'ai fait en ligne. Effectivement, il est plus possible de répondre au questionnaire. Voilà, ça c'était dans une autre phase de la concertation. On peut toujours poser des questions, proposer des solutions et puis participer à des réunions publiques, ce qui fait l'objet de la réunion de ce soir. Donc c'est tout à fait possible de continuer à participer, questionner et proposer des solutions si vous le souhaitez. À ce propos, c'est la raison pour laquelle, en regardant les chiffres des personnes qui ont répondu sur la plateforme de la métropole au questionnaire et qui ont apporté quelques remarques de l'ordre de 5000, si je ne me trompe pas, il nous a semblé qu'il fallait effectivement aussi à Tassin-la-Demi-Lune renforcer cette concertation et écouter l'avis des habitants. Et déjà ici, depuis l'annonce de cette réunion, grâce à ce questionnaire, nous avons entre 800 et 900 personnes qui même plus... 1500. 1500, vous voyez, tout l'intérêt et la nécessité d'informer et d'expliquer la faible émission que trop de personnes ne connaissent pas et ne comprennent pas. Sur peut-être un autre point, je laisse la parole à M. Oui, dans la présentation qu'on a faite tout à l'heure, nous avons fait une proposition à la métropole qui est un référendum local. L'idée étant d'interroger chacun sur un projet qui est quand même majeur, on l'a dit tous ensemble ce soir, qui va impacter durablement et fortement, pour une bonne partie d'entre nous, notre manière de concevoir les mobilités. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un sujet comme ça, aussi important, ne demande pas qu'on questionne la population de s'exprimer? Alors, encore une fois, après, il y a le choix des questions, il y a une manière de... Voilà, un référendum, c'est pas question ouverte, hein, c'est des questions précises auxquelles les gens doivent répondre. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait quand même une certaine pertinence d'interroger l'ensemble de la population métropolitaine sur ce qu'elle veut faire autour de ce sujet? Alors clairement, oui, c'est un sujet d'importance, mais ce n'est pas le choix que nous avons fait d'aller vers un référendum local. Par contre, effectivement, on a bien noté la proposition. Il y a la question de l'information qui doit être renforcée. Donc ça, on est en train de regarder dans le cadre de la concertation et de tous les accompagnements, de comment vraiment informer très précisément au-delà de cette phase de concertation, une fois que les décisions seront prises, de voir comment informer nos concitoyens extrêmement précisément. Donc il y a plein de propositions qui ont été faites par différentes communes et qui sont effectivement intéressantes. Mais je rappelle quand même qu'on a lancé une très grande concertation. Enfin, c'est une concertation exceptionnelle, hein. On était parti sur 5 mois de concertation, on a rajouté 1 mois, ça fait au total 6 mois.
Les personnes se sont exprimées. On vous remercie effectivement sur la commune de Tassin d'avoir relayé à la fois les différentes, l'existence d'une part du site et puis d'organiser cette réunion, d'avoir fait votre part. Tous les territoires malheureusement de la métropole n'en ont pas fait de même. Voilà, on poursuit cet effort. En tout cas, voilà, c'est ce que nous avons choisi et nous ne sommes pas du tout partis sur la question du référendum local. Je dis simplement, je rappelle un élément que j'ai oublié plusieurs fois. Voilà, même si la question de la mise en place de cette zone à faible émission est encore floue pour certains de nos concitoyens, en tout cas les annonces de début de mandat, d'interdire les diesels, parce que Mathieu l'a rajouté, hein, l'objet c'est bien, la proposition qui est faite, c'est d'interdire les diesels à terme, a déjà significativement fait baisser l'achat de diesel sur la métropole de Lyon, et on peut s'en féliciter, puisqu'en fait on a plus que 15% d'achats, les véhicules neufs actuellement, en tout cas sur 2021, il n'y avait que 15% de diesel qui étaient achetés, alors qu'au niveau du pays, on est plutôt sur 30%. Donc ce qu'il faut voir, c'est que voilà, la stratégie qu'on a eue par rapport à la mise en place de cette zone à faible émission a déjà produit des effets, voilà, ce qui montre que nos concitoyens s'inscrivent dans cette évolution d'ores et déjà. Oui, pour compléter, permettez-moi quand même de vous rappeler que si cet objectif est poursuivi par l'exécutif métropolitain, de rendre la métropole plus respirable est tout à fait louable et on le partage, bien sûr. Il n'empêche que le sujet, c'est l'acceptabilité de l'effort que vous demandez et que vous voulez imposer aux populations. Cet enjeu de l'acceptabilité, il est essentiel, ainsi que celui des conséquences sur les inégalités sociales. Et si je me répète, je vous invite aussi à écouter ce que l'Association des maires de France a dit de la même façon pour mettre en garde sur l'acceptabilité de cette démarche de mise en œuvre de la zone à faible émission. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Tassin-la-Mébéline, tout à fait préoccupée par ce sujet, dit et répète avec d'autres communes et d'autres élus que les conditions de sa mise en œuvre de cette zone de faible émission n'est pas acceptable. Et il serait par ailleurs nécessaire, puisqu'on parlait de concertation, quand on voit l'échelle de rapport entre plus d'1 million d'habitants de la métropole et 5000 personnes qui se sont exprimées, il est essentiel que, et c'est la demande que nous formulons, vous avez bien entendu tout à l'heure dans l'exposé de M. Rio, que le président de la métropole s'adresse lui-même par écrit à chaque propriétaire de voiture pour expliquer le projet et pour dire comment la métropole va accompagner chaque propriétaire. Et au-delà, bien, ce référendum local serait aussi le moyen de faire en sorte que tous les habitants de la métropole, de chaque commune, puissent s'exprimer. C'est un point qui nous semble essentiel. Nous allons peut-être terminer cette réunion. Il y aura forcément des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, mais ça fait partie aussi des prolongements que nous pourrons apporter à cette soirée au travers notamment des questionnaires et du questionnaire que nous avons mis en ligne et puis des échanges continus avec la ville sur ce sujet. Pour ma part, je voudrais vous dire, M. Bagnon, que j'ai apprécié que vous soyez avec et M. Domangeau présent à cette présentation, à cette réunion, que c'était important pour l'État silunois qu'il soit personne privée ou entreprise, car nous avons aussi un tissu économique particulièrement dense et très préoccupé de la façon dont il pourra poursuivre son activité sur le territoire de la commune avec ces nouvelles exigences que la métropole porte et l'accélération dont vous parlez de cette sortie des véhicules de critère 2 et au-dessus de l'agglomération et de nos territoires. Je voudrais vous dire que, bien sûr, cet échange doit être prolongé.
C'est pour ça que nous avons parlé du questionnaire et qu'il faut encore continuer à expliquer. Et vous avez une responsabilité, pardonnez-moi de vous le répéter, bien plus importante encore, compte tenu des questions qui sont posées au fil de ces discussions. Vous voyez bien que nous sommes encore loin, et vous êtes encore loin d'avoir pu informer dans des conditions souhaitables, nécessaires, les populations par rapport à l'objectif que vous poursuivez et à la façon dont cette population peut comprendre ce que vous voulez faire et être en mesure de faire elle-même ce choix de changer ou non de véhicule dans les délais que vous avez proposés. Simplement, pour nous, Tassin-la-Demi-Lune, ce qui reste, encore une fois, pour la municipalité, un véritable enjeu et une difficulté, et qui nous amène à dire que ce projet, tel qu'il est présenté, n'est pas tenable, ce sont les conditions dans lesquelles vous le proposez. Donc, nous poursuivrons bien sûr notre action en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis en œuvre et nous allons développer un réseau de capteurs sur la ville de Tassin-la-Demi-Lune qui va nous permettre de mesurer la qualité de l'air dans chaque quartier de la commune. Et bien sûr, nous ferons connaître ces résultats à la population. Voilà ce que je voulais vous dire et pour que vous entendiez ce message des habitants, des territoires et comprendre que vous avez une responsabilité forte dans ce dossier et qu'aujourd'hui, les habitants sont très inquiets. Je vous laisse conclure, Monsieur Bagnon. Merci, Monsieur Charmeau. Clairement, alors votre position et celle de la mairie de Tassin est extrêmement claire. Je vous remercie effectivement d'avoir exprimé voilà, sans ambiguïté. Nous avons bien conscience de ces inquiétudes. Voilà, nous sommes largement sollicités, on est alertés par de nombreux canaux, également effectivement par comment dire, notre position politique qui joue son rôle et c'est tout à fait normal. Voilà, et on sait que nous sommes en responsabilité voilà, par rapport aux questions de la pollution de l'air, par rapport aux questions du changement climatique et également, et j'en ai parlé, hein, par rapport à la question de la crise énergétique qui vient. Voilà, nous avons bien entendu, et c'est l'objet, et nous continuerons à entendre, et la question de l'acceptabilité sociale est absolument cruciale sur ces sujets extrêmement épineux. C'est des vrais sujets de société, tout ce qui touche à la mobilité. On en a bien conscience voilà, au quotidien et encore plus dans le cadre de ces réunions. Ce que je tenais à vous dire en 2 mots par rapport au courrier, c'est bien noté. On est en train de regarder. Il y a peut-être un souci du courrier du président à l'ensemble des possesseurs de voitures. Il y a probablement un problème avec la CNIL, mais on va voir si on peut le régler. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, simplement pour remercier de nouveau. Vous remercier Monsieur le maire, Monsieur l'adjoint, ainsi que Mathieu Vieira pour votre invitation, en tout cas pour Monsieur le maire et son adjoint, votre invitation ce soir pour cette réunion. Remercier l'ensemble des participants à cette réunion pour leurs différentes questions qui alimentent le débat. J'espère qu'on aura répondu à un certain nombre de questions. Et pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, je vais le dire une dernière fois, voilà, c'est toujours possible de le faire sur je participe. Voilà, donc au niveau du projet de ZFE sur le site de la métropole. Voilà, eh bien, merci et nous en restons donc là. Bonne soirée. Bonne soirée.